D'abord, on peut dire que la population noire américaine a voté pour Obama dans des proportions records. On est vraisemblablement du côté de 95 ou 97%. Les Noirs votent historiquement depuis les démocrates, pour les démocrates depuis Roosevelt, depuis 1932, dans des proportions qui varient, mais c'est au minimum 80-85%, plus si affinité particulière, comme en 1964, ou bien avec Bill Clinton dans les années 90. Mais là, on a atteint des proportions tout à fait extraordinaires, qui montrent que dans l'ensemble, les gens en plus ont voté. C'est-à-dire que les gens qui ne votent pas d'habitude ont voté, donc notamment les segments les plus pauvres, les plus fragiles socialement de la population noire, se sont inscrits sur les listes électorales, etc. Bien. Donc il y a une satisfaction unanime vis-à-vis de l'élection d'Obama, avec des satisfactions qui peuvent être de nature différente. Du côté des élites noires, par exemple, pour qui la question de l'assurance santé ne se pose pas, en tout cas dans la vie quotidienne, les satisfactions sont des satisfactions d'ordre symbolique, bien entendu. En termes de représentation politique, c'est très important. Et puis ce sont des satisfactions qui peuvent aussi venir d'exigences ou de principes d'équité qui vont au-delà de ces intérêts propres de classe pour s'adresser au nom du bien commun à l'ensemble de la nation. Tandis que du côté des plus pauvres, du côté de ceux qui ont voté pour la première fois, par exemple, l'année dernière, parce qu'ils considéraient jusqu'à présent que les démocrates et les républicains, c'était bonnet blanc et blanc bonnet, en tout cas que les différences n'étaient pas suffisamment fortes pour qu'eux se mobilisent, bien entendu qu'eux attendent des choses très très concrètes en termes de salaire minimum, en termes de rénovation urbaine, en termes d'éducation. Ça, c'est une question très très importante pour les plus pauvres, tant le système éducatif américain secondaire est délabré, et tant les plus pauvres pâtissent de cette situation, et puis en termes d'assurance maladie, on le disait. Et donc c'est plutôt du côté des classes populaires, noires, mais on ajoutera aussi blanches, que les attentes concrètes par rapport aux situations réelles sont les plus fortes, attentes qui peuvent être parfois en tension avec les élites qui, elles, ma foi, sont certes soucieuses éventuellement d'un bien-être général, mais qui ont aussi en perspective de ne pas payer trop d'impôts, ou en tout cas que l'effort demandé à tous, et on s'achemine vers des augmentations d'impôts aux États-Unis, hein, c'est maintenant à peu près certain, mais que ces augmentations d'impôts soient, disons, raisonnables avec ce que chacun estime devoir payer. Le président des États-Unis, c'est un homme puissant, certes, mais on sous-estime, notamment en France, la force des contre-pouvoirs qui contrecarrent, ou en tout cas qui rééquilibrent le pouvoir présidentiel exécutif. Il y a d'abord le Congrès, avec les sénateurs et les représentants, qui est à majorité démocrate, sans doute, mais une majorité démocrate qui est composite, avec des gens qui sont proches d'Obama, avec une gauche, disons, en termes français, qui soutient et qui pousse dans le sens de la réforme, et de réformes qui soient des réformes substantielles, qui changent en profondeur l'Amérique, un peu comme le New Deal dans les années 30, et qui fassent qu'Obama soit un nouveau Roosevelt. Et puis, un camp démocrate conservateur, ceux qu'on appelle aux États-Unis les Blue Dogs. Et les Blue Dogs, ce sont des démocrates de régions plutôt conservatrices qui, finalement, estiment que réparer le système minimalement, ça suffit, et qui ne sont pas du tout décidés à engager le pays sur la voie de réformes substantielles, et qui, sur beaucoup de questions, sont plutôt plus proches des républicains que des démocrates dont je parlais initialement. Donc le camp démocrate est un camp qui est hétérogène, qui ne va pas voter pour un seul homme pour les propositions faites par l'équipe d'Obama. Et puis il y a un autre contre-pouvoir très important aux États-Unis qu'on oublie souvent, c'est la Cour suprême. Et la Cour suprême américaine, dont les membres sont nommés à vie, contrairement au Conseil constitutionnel français, eh bien, elle est à tonalité fortement conservatrice. Même si dans les années à venir, il y a des perspectives de renouvellement de cette Cour qui peuvent un peu la rééquilibrer, il n'empêche que les membres ont été nommés par George Bush
ou par George Bush Senior, le père, à la fin des années 80. Bill Clinton a fait quelques nominations, mais dans l'ensemble, c'est très conservateur. Et donc la Cour suprême peut retoquer des propositions ou des lois votées par le Sénat et la Chambre des représentants qui lui semblent être en contradiction avec l'esprit de la Constitution, etc. Donc ce sont des institutions très puissantes. Et puis il faut mentionner des institutions qui ne sont pas des institutions d'État, mais qui sont également très influentes dans le jeu politique aux États-Unis, ce sont les lobbies. Les lobbies de toutes sortes, qui sont très puissants du côté de la médecine ou du côté de la pharmacie, et ça a un rôle important en ce qui concerne l'assurance maladie, et ces lobbies pèsent de tout leur poids pour faire dérailler le projet d'assurance maladie, en tout cas dans sa déclinée ou dans sa géométrie actuelle, où l'État joue un rôle relativement important. Et donc Obama se trouve face à des opposants, ou en tout cas un paysage politique qui ne lui est pas entièrement favorable, alors même que, au fur et à mesure que le temps s'écoule, eh bien, la lune de miel, en tout cas les premiers temps de la présidence, lorsqu'il bénéficie d'un élan très fort, tendent à s'étioler. Des hommes politiques et des femmes politiques démocrates se soucient de leur élection ou de leur réélection l'automne prochain. Et donc, on entre dans une situation politique qui n'est pas simple, et Barack Obama doit composer de façon très très complexe avec ses amis démocrates qui ne lui veulent pas que du bien, pour le dire vite. Et puis la dernière donnée, c'est du côté de la politique étrangère, mais ça je le mentionne très brièvement, c'est le poids de l'institution militaire, le poids des généraux, qui s'est renforcé depuis le début des années 90, et qui pèse aussi pour un certain nombre d'options militaires dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan, qui font que là aussi, un homme comme Obama et son équipe sont contraints